suis sûre que vous avez énormément de questions. Posez-les-nous. Donc, pour y répondre aujourd'hui, Ulysse qui a passé 7 ans en Russie. Il était correspondant à Moscou. Il a même couvert la catastrophe de Tchernobyl. Et puis, Pierre Kupferman de BFM Business qui va répondre à toutes les questions économiques parce que finalement, cette guerre, elle touche aussi à notre portefeuille. Avant d'avoir les premières questions, je vais commencer avec toi, Ulysse. Donc, ça fait 15 jours que ça a commencé aujourd'hui. On en est où dans cette guerre? Les Russes, ils en sont où? On est au 15e jour, c'est-à-dire que ça fait 15 jours qu'un pays en paix, qui s'appelle l'Ukraine, a été envahi par une puissance qui s'appelle la Russie. Mais comment ça se passe? Sans aucune déclaration de guerre, vraiment dans un acte inimaginable. Hein. C'est vrai, il faut rappeler ça, c'est-à-dire qu'on a du mal encore à réaliser qu'on est au 21e siècle et que l'Europe qui était en paix a subitement basculé dans la guerre. Aujourd'hui, l'armée russe, elle est malmenée. Elle a des pertes importantes. Mais elle avance quand même. Elle avance, le rouleau compresseur est en route. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Les objectifs de guerre sont toujours inscrits par Poutine comme des objectifs qu'il faut atteindre. Et il l'a dit lui-même, ça sera par la négociation ou par la guerre. Il l'a dit. Donc il faut l'entendre et comprendre que la menace sur la destruction de l'Ukraine est à l'ordre du jour. On voit dans les villes du sud, en particulier près de la mer Noire, une ville comme Mariupol, où il y a eu hier un bombardement qui a touché un hôpital pour enfants, un hôpital pédiatrique. On voit que les Russes bombardent à tout va, c'est-à-dire sans distinction. Ils ont affirmé au début de la guerre qu'ils ne cibleraient pas les civils, mais là on voit que dans plusieurs villes, dont le port de Mariupol, qui va être un symbole du martyre du peuple ukrainien, il y a eu 73 enfants depuis le début de la guerre qui ont été tués par les bombardements. 73 enfants. Donc la guerre continue, mais Kiev tient, la capitale tient. Mais malheureusement, on assiste à des tragédies quotidiennes avec des gens qui ont tout perdu, qui ont dû tout quitter, qui sont partis avec une valise pour le week-end et qui ne reviendront jamais chez eux parce que leurs appartements ont été détruits. Et Ulysse, en 2 mots, qui gagne à cette heure-ci? Les Russes ou les Ukrainiens? Poutine perd parce que son image est désastreuse. Il perd parce que son armée n'est pas en déroute, mais elle est quand même freinée, ralentie. On a des arrestations de soldats russes de 20 ans qui disent « mais je suis là pour faire la guerre, on m'a dit que j'étais en manœuvre et on m'a jamais dit que c'était pour envahir un pays ami, un pays frère, l'Ukraine, avec des peuples frères ». Donc Poutine perd la bataille de la communication, mais il peut gagner la guerre parce qu'il en a les moyens. Qui gagne? Pour l'instant, personne ne gagne, mais on voit que Vladimir Zelensky, ce jeune président qui parle depuis son bunker présidentiel, qui même descend devant sa cour auprès des barricades qui sont dressées pour empêcher la prise de la capitale, on voit que lui, il a gagné la bataille du cœur, si je veux dire, la bataille de la communication en Ukraine et dans le monde entier. Je te coupe 2 secondes parce qu'on a des questions d'internautes. Déjà, Pierre, on ne t'oublie pas, promis, privilégie Ulysse parce qu'Ulysse travaille énormément, il va devoir partir dans 20 minutes, mais promis, on arrive. Donc, Ulysse Bayen nous demande pourquoi aucun pays ne peut intervenir pour arrêter cette guerre. Alors, bonjour, d'abord, c'est vrai qu'on peut se poser la question, comment se fait-il qu'on ne peut pas empêcher Poutine de faire la guerre? Le risque, c'est que si, par exemple, la France ou les États-Unis ou l'Europe tout entière décidaient d'intervenir, ça risquerait de provoquer en fait un 3e conflit mondial. L'enjeu, c'est vraiment ça, c'est-à-dire, est-ce qu'on fait le maximum pour aider l'Ukraine sans devenir des belligérants et sans déclencher une guerre mondiale et est-ce que ça suffit? Évidemment, ça ne suffit pas. Mais il faut tout faire pour faire pression sur Poutine, pour essayer d'étouffer l'économie, les oligarques surtout, c'est-à-dire des milliardaires autour de Poutine qui finalement financeront l'effort de guerre. Donc, si on peut effectivement faire la pression maximum sans entrer en guerre, évidemment c'est beaucoup mieux parce que vous imaginez la guerre, si Poutine lançait, je ne sais pas moi, une attaque sur la Pologne ou sur la Moldavie, la Géorgie, il y a un vrai risque de dérapage. Ingrid nous demande si la France peut attaquer. Et elle nous dit qu'elle a très peur. Est-ce qu'elle a raison d'avoir peur? Elle a raison d'être inquiète. Aujourd'hui, à Versailles, le président de la République a accueilli les 26 pays européens, les chefs d'État et de gouvernement, qui sont tous venus à Versailles pour ce sommet. Et qu'est-ce qu'il a dit en arrivant? Il a dit « je suis inquiet, je suis pessimiste ». L'Europe doit se préparer à tous les scénarios. Tous les scénarios, ça veut dire un risque d'escalade qui pourrait finalement dépasser les frontières. Non, la France ne veut pas attaquer l'Ukraine, surtout pas, ne veut pas attaquer la Russie. La France n'est pas en guerre contre la Russie, c'est ça qui est important. La France ne veut pas la guerre avec la Russie. Et elle n'est pas surtout en guerre avec le peuple russe, elle est en guerre contre Poutine d'une certaine manière.
mais pas avec les armes. Elle est en guerre et en même temps, Macron essaie à tout prix d'arracher un cessez-le-feu. C'est très difficile. On a beaucoup de questions à ce sujet sur ces interventions possibles des autres pays. Avant ça, on va aller voir Pierre quand même une seconde. Pierre, cette guerre, elle a un impact économique chez nous en ce moment ou pas? Ça fait 15 jours que ça a commencé. Est-ce que ça se voit déjà? Ben oui, il suffit d'aller faire le plein si on a une voiture. Hein. Vous voyez bien le niveau des tarifs du gazole, du super. Aujourd'hui, c'est lié à cette guerre? Bien sûr, parce que il y a des tensions sur le marché de l'énergie et donc le baril de pétrole atteint des niveaux qui sont pas tout à fait ces niveaux records, mais presque, et avec des allers et retours, hein, ça va, ça vient. Mais oui, on a des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis longtemps. Et comme il faut aussi souligner une chose, c'est que l'euro est beaucoup plus faible qu'il n'était lors de la dernière crise, quand la crise de 2008, quand on avait connu aussi des niveaux de cours du baril stratosphériques. Et donc, comme on paye notre pétrole en dollars, on le paye plus cher parce qu'on le paye, nous, avec des euros qui valent moins de dollars. Voilà. Donc, ça nous coûte plus cher. Et puis, on parle du carburant, on oublie de parler aussi des gens qui doivent remplir leur cuve de fuel. Parce que là, c'est encore plus spectaculaire. Parce que le paradoxe, c'est qu'en fait, les taxes sur le carburant, elles modèrent un petit peu le prix. Je ne vais pas rentrer dans une explication compliquée, mais globalement, non. Comme c'est une taxe fixe, ça fait que ça tempère un petit peu l'évolution. Mais alors, quand vous prenez le fuel domestique qui est beaucoup moins taxé, eh bien, sur le fuel domestique, pour donner juste 2 chiffres, il y a 1 an, remplir une cuve de 1000 litres de fuel, ça coûtait 800 €, 850 €. Aujourd'hui, 2000 €. Vous voyez, là, c'est absolument spectaculaire. Et évidemment, pour ceux qui se chauffent au fuel, c'est très, 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 très difficile. Ça, c'est un exemple. Il y a plein d'autres exemples, des exemples tout bêtes, mais par exemple, le tournesol, l'huile de tournesol. Comme il y a un certain nombre de personnes qui producteurs d'huile de tournesol. En fait, le tournesol, il est produit énormément en Ukraine. Donc, tout le monde craint qu'on ait une pénurie de tournesol et que du coup, le tournesol voit ses cours s'envoler encore plus. Alors, c'est moins vrai en France parce qu'on consomme moins de tournesol, mais vous avez des pays comme l'Espagne. Et les gens se ruent dans les supermarchés pour acheter de l'huile de tournesol parce qu'en Espagne, on aime la friture. On fait de la friture avec de l'huile de tournesol, pas avec l'huile d'olive, c'est trop fort l'huile d'olive. On aime bien l'huile d'olive en Espagne, mais voilà. Et donc, l'huile de tournesol, elle coûte aussi cher aujourd'hui que l'huile d'olive en Espagne et parfois elle est introuvable. Bon, on va revenir vers toi dans une seconde pour voir comment ces conséquences vont durer chez nous. Ulysse, et toi qui t'y connais, il y a beaucoup de questions sur les Russes. Les Russes, ils pensent quoi de cette guerre? Est-ce qu'ils soutiennent Poutine? Isabelle Bélézard nous demandait à l'instant. La Russie, c'est un immense pays. Hein. C'est le plus grand pays du monde en termes géographiques. Donc la population, elle est partout, depuis l'Est, donc quasiment à la frontière de l'Ukraine, jusqu'en Sibérie. Donc, il y a deux types de Russie. Il y a la Russie des grandes villes, Moscou, Saint-Pétersbourg, et il y a la Russie, je dirais, des champs et des campagnes. Et là, c'est vrai que dans les régions les plus éloignées des grandes villes, il y a une seule propagande, c'est celle de la télévision de Poutine, qui finalement occupe le terrain et qui, depuis des mois, pour ne pas dire des années, entretient une sorte d'obsession du risque de guerre, du retour à la Seconde Guerre mondiale, des nazis, etc. Et donc, il y a un conditionnement d'opinion dans les campagnes où on n'a pas forcément Internet et la facilité d'être connecté ailleurs. Et puis, il y a la population plus jeune et plus dynamique des jeunes dans les grandes villes comme Saint-Pétersbourg et Moscou. Et ces jeunes-là, ils sont connectés comme nous et comme vous tous ici. Ils ont des iPhones, des téléphones portables, ils ont des moyens de communiquer et ils ont des réseaux sociaux. Russes ou pas. Ils pouvaient avant accéder à Facebook. Mais là, Poutine a régulé Facebook, ralenti, pas complètement fermé, mais et Twitter et Facebook, c'est très difficile maintenant. Donc, il y a une volonté de couper finalement cette jeunesse russe du reste du monde parce qu'on voit bien qu'elle pourrait s'opposer à la guerre. Actuellement, il y a des petites manifestations dans les grandes villes, mais il y en a partout. Elles sont très réprimées. Elles sont très minoritaires et elles sont très réprimées. C'est-à-dire qu'il y a des arrestations tous les jours. C'est très courageux aujourd'hui de dire son opposition à la guerre. Parce que ça peut valoir 15 ans de prison. Et les journalistes qui parlent de la guerre, entre guillemets, qui emploient le mot guerre, ils sont prêts à être condamnés à 3 ans de prison. Donc il y a des centaines de journalistes russes qui sont en train de fuir la Russie. Ils prennent le train concrètement de Moscou à Saint-Pétersbourg
pour ensuite aller en Finlande pour demander l'asile politique. C'est ça aussi, mais globalement, il faut quand même être réaliste. L'opinion publique russe, majoritairement, elle soutient Poutine. Si vous nous rejoignez sur ce live, on parle de la guerre en Ukraine. Continuez à nous envoyer vos questions. Stéphane Outrebon nous demande ce qui se passerait si Poutine déclenchait le feu nucléaire. C'est possible, ça? Alors, d'abord, Poutine ne peut pas décider tout seul. Il peut demander à ce qu'on utilise le feu nucléaire, mais il faut qu'il ait l'aval du ministre de la Défense et du chef d'état-major russe. C'est une décision à trois. On n'en est pas là, franchement, parce que hier, par exemple, on a interviewé sur BFM l'ambassadeur de Russie, et quand on lui a dit est-ce qu'il peut y avoir une guerre nucléaire, il a répondu, vous savez, j'ai 4 petits-enfants. Et donc, je n'ai pas du tout envie de voir la guerre nucléaire. Mais Poutine menace. Il menace. C'est du chantage. C'est lui qui est le premier à prononcer le mot nucléaire lorsqu'il était au Kremlin avec Macron. Après 5 heures de discussion, il a dit, vous savez, la Russie, ne l'oubliez pas, c'est une grande puissance nucléaire. Évidemment, ça a effrayé tout le monde. On n'en est pas là. Mais Poutine a des moyens militaires considérables. Depuis plusieurs jours, on entend parler d'armes chimiques. Alors, il accuse les Ukrainiens de préparer des armes chimiques, d'avoir des laboratoires secrets avec les Américains. Tout ça, c'est totalement ridicule. Mais on entend parler de chimique, de nucléaire. Et vous vous souvenez de la guerre en Syrie? Il y a eu du chimique qui a été utilisé par le régime pour lutter contre les opposants de Damas. Donc, il y a un grand risque. Oui, il y a eu des condamnations partout. Il y a des grands risques. Donc, heureusement, on n'en est pas là, mais de toute façon, la façon dont les Russes bombardent, c'est terrible. C'est déjà une atteinte à l'humanité, c'est des crimes contre l'humanité qui sont commis contre les civils. En temps de guerre, même quand on se fait la guerre, la Convention de Genève interdit de bombarder les civils. Il faut les protéger. Et là, ce n'est pas le cas, malheureusement. Une question pour toi, Pierre. Morgane Bessin nous demande, est-ce qu'un New Deal européen sur l'énergie et l'agriculture est possible? Un New Deal. En fait, il faut que là, en ce moment, depuis le début de la journée jusqu'à demain, les Européens sont réunis à Versailles pour discuter de la façon dont la souveraineté européenne en matière d'énergie pourrait devenir une plus grande réalité. C'est-à-dire qu'on ne soit plus dépendant, comme on l'est aujourd'hui, des hydrocarbures russes. Je vous rappelle les chiffres, hein, on est dépendant à 40% au niveau européen du gaz russe. On l'est beaucoup moins en France, mais on doit avoir une réponse européenne sur ce sujet. Et c'est compliqué de trouver un accord entre nous. Pourquoi? Parce que il y a un certain nombre de pays qui ont une dépendance au gaz russe beaucoup plus importante, parfois 80, 90, 100%. Et dans ces cas-là, on ne peut pas du jour au lendemain dire on va arrêter avec le gaz russe, on va acheter du gaz ailleurs, parce qu'on ne le trouvera pas, ce gaz ailleurs. D'abord, une partie du gaz arrive avec des gazoducs, donc il y a des tuyaux qui existent, mais les tuyaux qui viendraient d'ailleurs, on les a pas, ou alors il faut les réactiver. Et puis on peut apporter du gaz liquéfié, mais pour ça, il faut aussi avoir des infrastructures portuaires, parce que le gaz, il faut qu'il arrive dans des ports, qu'il soit transformé, et puis renvoyé dans des tuyaux. Il y a quelques tuyaux qui existent et quelques ports qui pourraient faire ça en Espagne, mais ça suppose de se réorganiser totalement, de trouver de nouveaux pays pour nous livrer. Ces pays eux-mêmes, ils ont déjà des clients. Vous voyez, donc il faut s'organiser, il faut trouver peut-être des accords entre pays européens pour faire des achats groupés. Donc on peut réduire. Le but de la Commission européenne, c'est d'arriver à mettre d'accord tous les Européens autour d'un but premier qui serait de réduire des 2/3 d'ici la fin de l'année tous les achats au niveau européen de gaz russe. Et puis après, d'ici la fin 2030, de se passer totalement du gaz russe. Voilà, on verra si tout le monde est d'accord avec cet objectif. C'est pas évident. Parce qu'il y a des pays qui ont des intérêts qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et il faut faire tourner les usines parce qu'on parle du gaz pour se chauffer. Et c'est vrai que c'est un problème pour notamment les pays qui sont situés dans des zones géographiques où il fait plus froid l'hiver. L'hiver est plus rigoureux, plus long. Donc le gaz est encore plus essentiel. Et puis, il y a les usines à faire tourner dans des pays très industriels. On produit énormément de choses avec de l'énergie et donc avec du gaz. Donc trouver un accord, ça n'est absolument pas évident, mais évidemment que c'est une nécessité. En fait, tout ça, on peut se dire que ça va accélérer à la fois notre souveraineté et sans doute aussi la transition écologique et énergétique, comme vous voulez. Merci Pierre. Je pense que vous avez vu à l'instant Ulysse pianoter sur son téléphone. En fait, Ulysse, il bosse, il n'arrête pas depuis 15 jours. Et d'ailleurs, Eve Copine nous demande quand est-ce que tu dors? On dort peu. Oui, je dors, ne vous inquiétez pas, je dors. Mais là, ce que j'ai fait, c'est que vous savez, on va vous expliquer comment ça marche. Quand on suit le sommet de Versailles, comme tous les grands sommets, on a ce qu'on appelle un fil WhatsApp, c'est-à-dire qu'on a une liaison directe avec le service de presse qui s'occupe du sommet de Versailles, de l'Élysée, et on a toutes les 3 secondes, on a
Macron vient de recevoir tel dirigeant, il a dit telle chose, etc. On a des briefings de presse, donc je surveillais pour voir s'il y avait quelque chose qui se passait à Versailles en ce moment. Et oui, il se passe quelque chose, c'est-à-dire que les 27 sont maintenant réunis dans une salle du château de Versailles. Et vous savez comment s'appelle la salle? Elle s'appelle la salle Hercule. Alors évidemment, le sommet était organisé avant la guerre, mais néanmoins, ça tombe bien. C'est-à-dire que, en fait, l'Europe voudrait bien montrer ses muscles et pas simplement des déclarations d'intention pour dire comment elle va essayer de. En fait, l'objectif, c'est d'avoir un cessez-le-feu maintenant. Il faut être réaliste. Premier objectif, un cessez-le-feu, arrêter les bombardements. C'est pas évident. Alors, on dort peu, mais vous savez, on suit cette guerre depuis le début et c'est vrai qu'on est maintenant au jour le jour, on suit les communiqués, les avances, les vidéos, les tweets. Les Ukrainiens sont très, très, très présents sur Twitter. Et le président Zelensky, c'est devenu le président Instagram. Vous savez, il poste des vues sur Instagram tout le temps. Et donc, on les suit et on reste… C'est une autre façon de suivre une guerre. Ah oui, on est hyper connectés. Et tant qu'il y a des réseaux en Ukraine, on peut avoir des contacts avec les gens là-bas. 18h18, une dernière question, ensuite je te laisse partir, promis, parce que c'est une question qui revient beaucoup. Pâtissier 58 nous la pose, Ingrid Parmentier aussi. Qu'est-ce qu'on risque, nous, en France? L'Europe risque d'être déstabilisée par la guerre. Ça, c'est une certitude. Il y aura des hausses de prix, forcément. Il va falloir assumer, je dirais, le prix des sanctions que l'on impose à Poutine parce qu'il va vouloir se venger d'une certaine manière. Il va vouloir des représailles, ce qu'on appelle les contre-mesures. Donc la facture du gaz, de l'essence, du blé, donc le prix de la baguette va augmenter. Le risque, c'est ça. Mais surtout, il va falloir se préparer à accueillir les Ukrainiens. Et je vous le dis d'ailleurs, si vous avez une maison avec une chambre qui n'est pas occupée, vous pouvez accueillir un Ukrainien, si vous voulez. Moi-même, hier, j'ai accueilli une famille de 4 personnes. Il y avait un petit garçon de 3 ans, une petite fille de 8 ans et les 2 parents. Ils ont pu quitter. Alors oui, parce qu'ils n'avaient pas de place, si j'ose dire. Donc là, on a trouvé un autre logement aujourd'hui, mais on les a aidés. On leur a donné des vêtements, on leur a trouvé une pharmacie pour se faire vacciner. On leur a donné un peu de vin rouge pour qu'ils se relaxent parce qu'ils sont hyper tendus. Et que la vente d'alcool est interdite en Ukraine en ce moment. C'est interdit par temps de guerre. Voilà, donc pour eux, ils sont soulagés, mais ils sont sous stress permanent. Eux, ils sont stressés. Eux, ils ne dorment pas. Et donc, les enfants étaient épuisés, etc. Mais bon, ils arrivent. Il y en a quelques milliers comme ça de réfugiés ukrainiens qui viennent. Et c'est assez étonnant et normal, en fait. Mais il y a une grande solidarité. Il y a des familles dans toute la France qui accueillent des Ukrainiens. Et si vous n'accueillez personne, vous pouvez donner un vêtement, vous pouvez participer aux collectes de nourriture. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mon père part pour l'Ukraine ». Alors je dis « Mais comment ça ?» Oui, c'est quelqu'un de la rédaction, je ne vais pas donner son nom, mais une journaliste qui m'a dit « Mon père part en Ukraine, il a pris sa voiture avec des copains et ils partent apporter des vivres et des couvertures en Ukraine. » Donc il y a plein de choses comme ça qui se passent, qui sont assez étonnantes et c'est de cela dont les Ukrainiens ont besoin, c'est de solidarité aujourd'hui. C'est formidable ce que tu fais, Ulysse. Bravo. Il est 18h20. Je t'avais promis de ne pas te prendre trop de temps. Phil, on va continuer tous les deux, Pierre. Oui, avec plaisir. Tous les deux. Salut, Ulysse. Et d'ailleurs, j'ai une question un peu pointue pour toi. C'est une question de Mehdi Benmar. Allez, bonne soirée, Ulysse, bon courage. Mehdi Benmar qui s'inquiète pour son portefeuille, ou qui a une question pour son portefeuille, mais pas celle que tu crois. Quelles sont les opportunités sur le marché boursier russe? Y en a-t-il d'ailleurs? Voilà, ils sont nuls. La bourse de Moscou est fermée jusqu'à nouvel ordre. Et puis, la valeur du rouble, le rouble a perdu 75% de sa valeur. Donc, la bourse elle est bloquée. Donc, il n'y a pas d'opportunité, pour le moment en tout cas, d'investir de l'argent sur le marché boursier russe. À terme, sans doute. Hein. Tu nous parlais tout à l'heure des conséquences maintenant sur le prix de l'essence, par exemple. Dans 6 mois, 1 an, quelles seront les conséquences de cette guerre? Est-ce qu'on les connaît déjà? C'est très difficile à dire. En fait, ça va vraiment dépendre de la durée de ce conflit. Si le conflit s'arrête dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines. Si ça s'arrête maintenant, il y aura quand même des conséquences. Est-ce qu'il y a des choses où c'est déjà fichu ou au contraire, ça va s'arranger? Et des choses toutes bêtes. Hein. Il y a des moments où on doit planter dans les champs un certain nombre de céréales. Donc, si on rate ce moment-là où on sème, eh ben, on rate la production pour 1 année
de telle ou telle céréale. Donc, ça peut avoir une incidence sur le niveau de production des céréales. Je vous donne juste un exemple. L'Ukraine est un gros producteur d'orge. On dirait l'orge. Bon, qu'est-ce qu'on fait de l'orge? Ben, l'orge, ça sert à faire de la bière. Donc, si on manque d'orge, et là, les cours de l'orge sont quand même à des niveaux très, très élevés, quasiment jamais Mais on atteints. n'en produit pas chez nous? On produit, mais on est sur des marchés mondiaux, là. Donc, il faut absolument produire de l'orge, y compris en Ukraine, pour faire en sorte que l'orge n'atteint pas des niveaux encore plus stratosphériques. C'est toujours compliqué d'évoquer les cours parce qu'il y a une part de spéculation sur ces cours. C'est-à-dire qu'il y a des spéculateurs qui anticipent une éventuelle pénurie et qui vont donc acheter, stocker. Donc, c'est très compliqué de dire qu'est-ce qui peut se passer si ça s'arrête. Supermarché, faire des stocks. Non, mais c'est exactement ce que je disais tout à l'heure sur le prix de l'huile de tournesol. En fait, il y a des pénuries parce que les gens anticipent ou se disent, va plus y en avoir, donc je vais en acheter des litres et des litres. Ça sert à rien d'abord parce que l'huile, ça rancit, donc il faut quand même en consommer beaucoup pour ne pas la perdre si on en a stocké énormément. Donc voilà, mais on peut pas échapper à ça. Donc oui, il y a des risques de voir des phénomènes qui perdurent. En revanche, il est évident que si la situation devait se calmer dans les mois qui viennent, notamment sur le marché de l'énergie, on reviendrait assez vite à une situation beaucoup plus normale. Donc, Incognito avec un H nous demande quand est-ce que ça ira mieux. Alors j'imagine que tu n'as pas de boule de cristal. Ben non, mais non. Ça dépend vraiment de la capacité. On aurait dû poser la question à Ulysse tout à l'heure, de la capacité à Vladimir Poutine de décider qu'à un moment il a obtenu ce qu'il voulait obtenir, si tant est qu'on sache ce qu'il veut vraiment obtenir, et de la capacité aussi de Volodymyr Zelensky de dire, on a entendu des choses, hein, mais de dire sur le Donbass, sur peut-être d'autres villes, sur évidemment l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN, et ça on l'a entendu Volodymyr Zelensky dire que finalement c'était plus un objectif. Voilà, si les deux parties arrivent à s'entendre, alors voilà, même sur un armistice, eh bien on aura donc pas sur une paix éventuellement durable, mais sur un armistice, on retrouvera une situation beaucoup plus normale. Mais aujourd'hui, on est dans une situation totalement anormale avec effectivement des cours qui peuvent s'envoler. Et on parle de cours qui parlent à tout le monde, mais je sais pas, le cours du nickel, ça parle à personne le cours du nickel, mais ça a des impacts énormes sur l'industrie automobile notamment. Ben alors justement, en parlant de hausse de cours, Stéphane Outrebon nous demande pourquoi les répercussions des hausses de prix du pétrole sont quasiment instantanées. Comment ça marche entre le moment où on a le baril et le moment où l'essence est à la pompe à essence? Alors en temps normal, ça met entre 10 et 45 jours. Je veux dire, en temps normal. Parce que 45 jours, c'est le pétrole qui vient du Golfe. Et 10 jours, c'est globalement le pétrole qui vient aussi bien de Russie d'ailleurs que de Norvège, le pétrole de la mer du Nord. Là, effectivement, c'est beaucoup plus rapide parce qu'il y a beaucoup de spéculation, parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui achètent non pas le pétrole en fait, mais qui achètent le gazole ou le carburant directement à Rotterdam. Et donc, il y a des phénomènes là encore spéculatifs qui font que les marchés s'affolent. Voilà. Qu'on n'est plus dans une situation tout à fait normale. Est-ce qu'on peut monter à, je sais pas, 4-5 euros le litre? Je suis pas madame, enfin, je vais dire, je suis pas Madame Soleil, mais ça parle à personne. Non, mais c'est très difficile à dire. Si le baril. La barre symbolique des 2 euros, elle est franchie, ça y est. Et du coup, est-ce qu'on peut aller à 1 euro de plus, 3 euros? Moi, je dirais que non, mais voilà, peut-être. Fais attention, peut-être. Non, mais voilà. Parce que a priori. tu vas recevoir des factures d'essence. Non, mais a priori, je dirais que non, mais parce que malgré tout, on a quand même, si on parle du pétrole, on a quand même l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis qui sont en capacité, je dis bien en capacité, d'augmenter leur production. Ils ne le font pas aujourd'hui. Ils ne le font pas d'ailleurs à dessein parce qu'ils essayent d'obtenir des choses des Américains. Donc, ils exigent un certain nombre de choses des Américains, on va pas rentrer dans le détail,
Mais voilà, donc notamment pour l'Arabie Saoudite sur sa éventuelle capacité à développer des programmes nucléaires, pour prendre cet exemple. Et donc, on est aussi dans des négociations d'ordre géopolitique. Et donc, les Saoudiens et les Émiratis qui ont une partie de la clé du problème, c'est-à-dire on augmente la production, et en augmentant la production, ça calme les tensions sur le marché du pétrole. Mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Alors, il y a un sujet dont on n'a pas encore parlé, c'est une question de… Alors, je vais y aller doucement parce que parfois les pseudos sont un peu compliqués, mais je les cite tous. Donc, c'est Abdoulala Bamban Diallo qui nous demande, enfin qui te demande ce que tu penses des sanctions de l'Union européenne. Parce que moi, je pense des sanctions de l'Union européenne. Est-ce que la question, ça veut dire est-ce qu'elles sont suffisantes? C'est quoi la question en fait? Oui. C'est ça que j'essaie de comprendre. Oui, est-ce qu'elles te paraissent suffisantes? Est-ce qu'on peut aller encore plus loin? En tout cas, est-ce qu'elles sont sévères, ces sanctions? Ah oui, on n'a jamais fait aussi sévère. Hein. C'est vraiment. On peut discuter effectivement du fait qu'on n'a pas coupé totalement le robinet du gaz russe. On continue et les Russes continuent à nous en vendre. Enfin, si on arrive à réduire des 2/3, ça va avoir un vrai impact. Et puis, il y a toutes ces sanctions qui font qu'en Russie, un très très grand nombre d'enseignes occidentales ont totalement fermé. Les Russes, aujourd'hui, cet iPhone-là, ce sera leur dernier iPhone. Si la situation ne se débloque pas, ils auront eu à acheter un iPhone là, ils n'en achèteront plus jamais, ils n'en trouveront plus. Et puis… Il y a quoi d'autre comme conséquence pour les Russes aujourd'hui dans leur vie quotidienne? Voilà, ceux qui avaient l'habitude de manger chez McDonald's ou de boire un café chez Starbucks, il n'y a plus, c'est fini, ça a fermé. C'est un exemple, hein, je donne ces marques-là, mais KFC, enfin d'autres marques occidentales qui ont décidé pour l'instant de suspendre, hein, parce qu'il faut être précis. Par exemple, McDonald's continue pour l'instant à payer ses salariés. Il y en a beaucoup. Hein. Donc, mais il y a un certain nombre de produits qui ne sont plus disponibles. Mais attention, il faut pas négliger la capacité des Russes à se substituer aux Occidentaux. Je vais prendre un exemple très concret. Depuis la première phase de la guerre en Ukraine et des premières sanctions qui avaient été adoptées par l'Occident, par les Européens, le fromage frais, c'était une mesure de rétorsion des Russes, le fromage frais a été… donc, notre fromage à nous, le fromage italien, le fromage suisse, avait été interdit en Russie. C'est-à-dire que c'est l'inverse. C'est les Russes qui ont dit on ne veut plus de votre fromage. Mesure de rétorsion. Eh ben, ils se sont mis à produire eux-mêmes de la mozzarella, du brie, du camembert. Ils ont repris du bleu, du roquefort. Ils ont repris toutes les recettes, les recettes de fabrication et ils font leur propre fromage. Et les Russes mangent du fromage qui ressemble, exactement le même, mais qui ressemble au fromage européen. Donc, il y a une capacité comme ça quand même des Russes à se réorganiser. Mais là, la difficulté, c'est que on est en train d'asphyxier l'économie. C'est-à-dire qu'ils n'ont même plus de moyens. Ils peuvent plus. La banque centrale russe ne peut plus défendre le rouble. Donc, la valeur du rouble, je le disais tout à l'heure, s'est effondrée. L'État est en quasi-situation de faillite. Je vais donner un exemple aussi. Les Russes, ils peuvent plus payer. Les Russes qui ont des cartes de crédit, pas tant que ça, mais qui ont une carte American Express, une carte Visa, etc., ils peuvent plus l'utiliser parce que voilà, c'est plus possible, c'est bloqué. À ce sujet, j'ai une question qui va faire écho à une réflexion de Auréa Bessaoud qui dit les Russes ne sont pas responsables, c'est Poutine seul qui doit payer les conséquences. Aujourd'hui, Kiev dit que la guerre a causé 100 milliards de dollars de dégâts en Ukraine. Qui va payer ? Comment le dire? Si on regarde les guerres précédentes, par exemple la Seconde Guerre mondiale, ça a été essentiellement les Américains qui ont financé par ce qu'on appelait le plan Marshall à l'époque la reconstruction. Donc on n'a pas demandé aux Allemands de financer ça parce qu'ils n'étaient pas en mesure de le faire vu que le pays était totalement détruit. Donc c'est compliqué. Est-ce que les Russes seront en mesure de payer? Alors, ils ont les matières premières, seront en mesure de payer pour les dégâts qu'ils ont causés. Mais ça, c'est des choses qui se décident à l'issue des conflits. Bon,
On a vu quand même, pour donner un exemple encore plus ancien, je vais faire mon prof d'histoire là, hein, mais qu'après la Première Guerre mondiale, on avait imposé justement à l'Allemagne de très importantes sanctions financières et qui faisaient que le pays ne pouvait pas se redresser véritablement sur le plan économique. Et donc, ça aboutit à l'arrivée au pouvoir du parti nazi et au fait que Adolf Hitler a déclenché la Seconde Guerre mondiale. Donc, il faut toujours, c'est très compliqué de dire qui doit payer. Évidemment, sur le principe, on se dit, bah, c'est les Russes, puisque c'est eux les agresseurs. Mais voilà, bah, c'est difficile de répondre à cette question, franchement. Hein. Et en tout cas, je te transmets toutes les questions Oui, bien des sûr. internautes qui ont été nombreux. Je les comprends, Ce les soir. questions, je les comprends. Ingrid Parmentier nous dit à l'instant, merci énormément de nous laisser nous exprimer. Bah, c'est normal, on est là pour ça, pour essayer de répondre en tout cas à vos questions. On va s'arrêter là pour ce soir. Je suis sûre qu'on va se revoir bientôt parce que cette guerre, elle n'est pas terminée et que vous avez sans doute beaucoup d'autres questions. À très bientôt et merci de nous avoir suivis sur ce live.